Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler aujourd'hui d'une mission importante. Est-ce qu'on peut vaincre le cancer et d'une entreprise à succès? Pour ça, on reçoit Renaud Deharan. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, vous êtes CEO de Curium Pharma. On a un peu parlé de vous ces derniers temps. Vous étiez discret, et puis on a un peu parlé de vous en bien, évidemment, parce que votre entreprise est une belle réussite. On va en parler dans les détails. Votre mission, que vous êtes assignée quelque part, c'est trouver les moyens de lutter, de vaincre le cancer. Racontez-nous ça. Oui, donc par où commencer? Donc premièrement, le cancer peut être vaincu. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. On sait que c'est sans doute le fléau, le pire fléau de alors notre époque. C'est la maladie numéro 1 dans le monde, et c'est clairement la maladie de loin d'ailleurs, numéro 1 à combattre. Et avec l'évolution de la population, ça ne va pas se calmer, ça ne va pas s'arranger. Alors on le traite de mieux en mieux, mais la population est de plus en plus âgée et malheureusement le cancer va continuer à se développer et atteindre des populations de plus en plus importantes, simplement parce que la population grandit et parce que la population est de plus en plus âgée. Et donc avec Curium Pharma, vous avez des moyens, des remèdes qui peuvent mais donc de manière certains types de cancers. Certains types, oui, 80%. Donc on s'est fixé l'objectif de traiter 80% des cancers. Oui, on va en reparler. Il faut être ambitieux. Il faut partir avec une ambition importante. Mais ceci dit, c'est une ambition réaliste. C'est-à-dire à regarder les différents types de cancers, à bien comprendre les différents types de cancers. On est, au niveau scientifique, très convaincu qu'on peut traiter effectivement 80% des cancers. Il y a déjà aujourd'hui des thérapies concluantes qui Alors, on a déjà trouvé des solutions pour 2 types de cancers, les tumeurs neuroendocrines et le cancer de la prostate. Et on travaille sur 4 autres pour le moment. Alors, tout ça va prendre du temps, évidemment, et beaucoup d'argent, on va en reparler. Mais effectivement, il y a un vrai espoir de traiter 80% des cancers. Et quel type de thérapie vous utilisez Alors, dans un premier temps, en fait, la meilleure façon de traiter le cancer, c'est de le diagnostiquer tôt. Au plus tôt on découvre un cancer, et au plus on a de chances en fait de le traiter. Et donc on a commencé il y a 10 ans avec Curium, en se focalisant sur une technologie qui permet de manière extrêmement précise de détecter des cancers de moins d'1 millimètre dans le corps, c'est-à-dire de pouvoir les détecter très très tôt. Alors comment ça fonctionne? En 2 mots, un cancer en fait est formé de cellules qui sont très particulières, très spécifiques. Et quand on étudie et chaque cancer a ses propres cellules. Et quand on étudie ces cellules de manière précise, on se rend compte qu'à la surface de ces cellules, on va trouver un certain nombre de choses. Et quand on comprend en fait la particularité de ces petites choses qui sont autour de la cellule, on peut venir s'y accrocher. Et donc ce qu'on fait, nous, c'est que, ça fait 10 ans qu'on le fait, on développe des molécules qui, en fait, quand elles sont injectées dans le système sanguin, vont se balader dans le corps. Et quand elles vont trouver ce cancer, elles vont s'y accrocher. Et elles ne vont s'accrocher que là. Alors jusque-là, on n'a encore rien fait avec le cancer. On est juste venu s'accrocher dessus. À ces molécules qu'on a développées, on accroche ce qu'on appelle un isotope, donc c'est une molécule radioactive. Et cette molécule radioactive, elle va suivre en fait notre traceur, si vous voulez, dans le corps. Elle va venir l'accompagner et s'accrocher au cancer. Et dans un premier temps, elle va émettre des tout petits rayons qui vont être captés par une caméra et qui vont permettre en fait justement d'identifier, de localiser et d'en monitorer en fait sa progression. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Et donc avec ça, on a fait beaucoup d'avancées pour effectivement traiter ces cancers de plus en plus tôt. Ce qui est déjà une manière d'y répondre. Après, on peut aussi améliorer encore ça en détruisant les cellules. Alors, il y a quelques années, nos chercheurs ont effectivement, toujours en utilisant ce traceur, ils ont modifié la molécule, ou en tout cas changé la molécule radioactive qu'on lui accrochait, et ils ont mis une molécule radioactive un peu plus puissante. Alors maintenant, cette molécule radioactive suit ce traceur, va s'accrocher aux tumeurs, au cancer, et le détruisent de l'intérieur. Alors c'est particulièrement efficace
quand le cancer s'est réparti dans le corps. Donc quand il y a eu un développement de métastases, en fait, même s'il y a 15, 20, 30 métastases dans le corps, notre molécule va aller s'accrocher là, quelle que soit la taille de ces métastases, et va les détruire les unes après les autres. Ce qui nous amène, je voudrais vous montrer une photo, mais si on regarde un scan, par exemple, d'un patient atteint du cancer de la prostate avec une trentaine de métastases partout dans le corps, 6 injections plus tard, il n'y en a plus une. Et donc, effectivement... Okay, rémission absolue. Complète. Alors, une grosse partie de nos patients sont en rémission absolue. Pas tous, parce que tout est assez spécifique, mais une grosse partie de nos patients sont en rémission absolue. Et c'est cette technologie qu'on est en train d'adapter, cancer par cancer, à chacun des types de cancers qui, effectivement, peuvent être atteints par notre traceur. Et c'est de là qu'on est parti avec la mission de traiter 80% des cancers. Alors, c'est une entreprise, c'est un sacré marché aussi potentiellement. Quand on parle de ça, ça représente quoi? Alors, c'est toujours un peu... on en avait parlé l'autre jour lors de l'article dans le Trends. On avait un peu parlé. C'est toujours un peu gênant de parler de marché quand on est dans le pharma. Mais ceci dit, c'est tout à fait nécessaire et c'est très important. On y reviendra parce que la recherche... alimente la recherche aussi, c'est aussi une dynamique économique. Exactement. On pense qu'il n'y a pas de problème à parler de dynamique économique chez nous. C'est très bien. Non, mais c'est pour trouver des solutions au cancer, il faut mettre la recherche et la finance ensemble. Mm-hmm. Et effectivement, la finance fonctionne avec des tailles de marché et des taux de croissance. Mais donc le marché du traitement du cancer, c'est des centaines de milliards par an. Le marché du traitement du cancer via la médecine nucléaire, aujourd'hui, représente 10 milliards sur une année, mais est projeté à 30 milliards d'ici 5 ans et bien au-delà, 40 ou 50 milliards de chiffre d'affaires mondial d'ici. Et votre entreprise est déjà valorisée à 7 milliards, c'est correct ? L'entreprise est valorisée à 7 milliards, oui, tout à fait. Donc ça veut dire, vous dites que c'est important, ça représente quoi en fait? Parce qu'on dit toujours, je me rappelle que Fabien Pinkartz Dodou dit toujours, vous savez, j'ai pas les milliards dans ma poche, quoi. Hein, je veux dire, c'est pas, ça représente quoi pour que les téléspectateurs comprennent? En fait, c'est très important. La valorisation d'une entreprise, c'est très important parce que la valorisation d'une entreprise, c'est ce qui va constituer une valeur d'échange entre deux actionnaires, enfin deux groupes d'actionnaires à un moment. Et c'est justement cette notion de valeur d'entreprise qu'il faut très bien comprendre pour en fait arriver à un système qui permet de rémunérer nos actionnaires. Alors nous, on est une société, on reste privé pour le moment, donc ce ne sont pas des actions qui s'échangent tous les jours, mais ce sont des actions qui s'échangent plus ou moins tous les 4-5 ans. Mais tous les 4-5 ans, on va valoriser l'entreprise et donc l'actionnaire existant va vendre à un futur actionnaire et le résultat de la vente va lui donner un rendement. Et tout le système fonctionne en donnant à ces actionnaires un rendement important, parce que mes actionnaires, qui sont des fonds de private equity, demandent, pour investir dans une société, d'environ multiplier le capital investi par 4 tous les 5 ans. Et ce n'est pas une mince affaire, et très peu de sociétés sont capables de faire ça. Et donc le système qu'on met en place est capable de générer 4 fois le montant investi après 5 ans, tout en dépensant l'ensemble du cash flow qu'on génère sur la recherche. Et donc, on est capable, à travers ce système, de générer un return, un rendement très élevé pour nos actionnaires, tout en fait, dépensant l'ensemble de l'argent qu'on produit dans la société sur la recherche et développement. Et donc, c'est le meilleur de tous les mondes. Parce qu'à la fois, on a ce rendement pour nos actionnaires, qui sont ensuite alignés avec moi en conseil d'administration pour investir l'ensemble de notre cash flow sur la recherche. Et prendre le risque, quelque part. Et prendre le risque. Et la recherche bénéficie en fait de centaines de millions, la recherche chez nous bénéficie de centaines de millions d'euros d'investissement chaque année, puisque c'est le cash flow qu'on génère. Et vous dites que c'est le meilleur des mondes, en fait vous êtes le liant entre deux mondes qui ont des logiques a priori différentes. Complètement. Mais vous voulez fédérer. Tout à fait. Et si j'en reviens d'ailleurs à la première question, qui était c'est notre mission, c'est une mission d'autant plus importante parce que je ne pense pas que beaucoup de sociétés dans le monde puissent la remplir. Parce que la mission de développer ces solutions de médecine nucléaire pour combattre le cancer demande à la fois d'un côté une maîtrise complète de l'aspect scientifique
Et là, on parle de 8000 scientifiques chez nous qui maîtrisent les aspects précliniques, les aspects chimiques, les aspects biologiques, les aspects pharmacologiques, les aspects réglementaires, d'assurance qualité, d'approbation en face de la FDA, de mener des essais cliniques, etc., etc. Et chacun de ces sujets sont des sujets hyper pointus qui sont très compliqués à gérer. Et le monde scientifique est un monde qui est compliqué à faire rentrer dans un cadre budgétaire et de plan dans le temps. Et puis de l'autre côté, on a un monde purement financier pour qui, en fait, je n'irai pas trop loin dans le schéma en disant, mais pour eux, tout se situe dans un Excel spreadsheet et tout est planifié bien à l'avance, 5 ans à l'avance, et doit rentrer dans un cadre. Ouais. Et donc, pouvoir à la fois maîtriser l'aspect scientifique du développement de la technologie pour sauver des millions de patients du cancer et à la fois aligner ce monde financier hyper compliqué et hyper rigoureux et avec beaucoup d'attentes, demande une certaine expérience et une certaine équipe. Vous avez deux cerveaux, vous parce que vous avez les deux logiques, vous intégrez les deux logiques, en fait. Non, je suis surtout très bien entouré. Non, j'ai surtout appris à bien m'entourer. Mais c'est vrai que c'est deux logiques tout à fait quasi conflictuelles et contradictoires, en fait. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a de l'argent disponible, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, on peut se dire que ça doit être compliqué de trouver de l'argent. C'est pas qu'il y a de l'argent disponible, c'est qu'il y a énormément d'argent disponible. Ouais. Le monde du private equity, qui malheureusement est assez mal connu en Belgique, mais le monde du private equity a aujourd'hui des milliers de milliards disponibles à l'investissement. Ça veut dire quoi? Qu'il manque de bons projets ou que... Exactement. Ouais. Exactement. Ça veut dire qu'effectivement, tous ces fonds de private equity qui ont levé de gigantesques moyens ne trouvent pas aujourd'hui à déployer l'ensemble des fonds qu'ils ont levés sur des projets qui leur donnent, et je reviens à ce que je disais, sur des projets qui leur donnent 3 fois leur mise en 5 ans. Ça, c'est l'équation. Ouais. Et donc, pour des gens comme Curium, pour nous, chez Curium, on leur a maintenant montré depuis 3 cycles, parce qu'on est au 4e cycle de Curium, mais sur 3 cycles, on leur a montré notre capacité à générer ce rendement. Et donc, on a effectivement gagné une certaine confiance, une grosse confiance, qui nous permet de continuellement, in fine, aller chercher ces fonds. Maintenant, si je reviens sur les 7 milliards de valorisation, et juste pour mettre les choses dans son contexte, 7 milliards de valorisation, c'est l'équivalent du groupe Solvay, donc, qu'on a construit chez Curium en moins de 10 ans. Mais si je reprends cette logique de multiplier le capital par 3 en 5 ans, on a maintenant un plan stratégique qui, dans son exécution, nous permettra d'amener les 7 à plus de 20 d'ici 2030. Et donc, de nouveau, de rendre à mes actionnaires le rendement qu'ils cherchent, et de nouveau, de leur donner la confiance. Et toujours avec la logique de mener ce combat à bien, en fait. Et parce qu'en leur donnant confiance, trimestre après trimestre, sur le fait qu'on avance vers cette valorisation à 20 milliards, ils me laissent effectivement, et ils nous laissent dépenser l'ensemble des cash flows générés par la société sur la recherche. Et comme la société grandit, maintenant, les centaines de millions vont devenir très rapidement plus d'1 milliard d'euros d'investis chaque année sur la recherche. Et la boucle est bouclée. Mais ça demande une très très bonne compréhension de cette logique financière, parce que tous les trimestres, je leur explique et je leur montre comment on évolue vers cette valorisation qu'ils attendent en 2030. Alors Renaud Daran, vous avez décidé quelque part de rester quand même un peu ancré aux États-Unis. Vous revenez de Boston, là, si je ne me trompe pas. Oui. C'est important. Ça veut dire que... ça veut dire quoi? C'est important. C'est plus facile là-bas. C'est là que ça se passe. C'est là que les autorisations sont plus faciles. En fait, alors, c'est pas que c'est plus facile là-bas, parce que les compétences scientifiques sont vraiment réparties partout dans le monde. Et je ne peux pas dire que les scientifiques américains sont meilleurs que les scientifiques européens ou belges, loin de là d'ailleurs. Donc, nos équipes scientifiques sont réparties partout dans le monde. Par contre, le marché américain est le premier marché pharmaceutique du monde. Et pour nous, en médecine nucléaire, il est d'autant plus important. Ça représente entre 70 et 80% de nos marchés, surtout pour la thérapie qu'on développe. Et aujourd'hui, avec l'administration américaine actuelle, Trump et toute sa clique, vous ne restez pas aux États-Unis, vous ne vous développez pas aux États-Unis si vous ne vous montrez pas américain.
Mais vous avez déjà dit, en fait, on peut critiquer la manière dont l'administration fonctionne, etc. Mais qu'en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'elle permet de financer la recherche. Alors, de nouveau, c'est un peu gênant, ou ça peut gêner ou brusquer de le dire, mais les États-Unis financent la recherche mondiale pharmaceutique, et a priori contre le cancer. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que, premièrement, les États-Unis sont un gros marché de consommation thérapeutique et pharmaceutique. Et en plus de ça, et surtout, les prix des médicaments aux États-Unis sont beaucoup plus élevés que partout ailleurs dans le monde. Et donc, in fine, quand nous, pharmaceutiques, on lance un projet d'investissement, comme on en lance régulièrement, on le fait en regardant en premier, et surtout, le marché américain. Et comme le marché américain nous donne ce rendement dont on a besoin, on le fait en fonction des Américains. Et donc, c'est effectivement les États-Unis qui financent la recherche mondiale. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce projet qui est assez fascinant, en fait, hein ? Vous avez fait un passage chez IBA, qui a contribué, mais c'est quoi ? C'est une partie de l'histoire ? C'est clairement une partie de l'histoire. Je suis resté quelques années chez IBA au comité de direction avec Olivier Legrain, qui est un ami. Et puis un jour, IBA se développait à la fois sur la protonthérapie et sur la médecine nucléaire et a dû choisir ses combats. Et donc IBA a choisi son combat sur la protonthérapie, qui est une super technologie également. Et de là, le comité de direction d'IBA ou le conseil d'administration a dit la médecine nucléaire, on va lui trouver, il faut lui trouver un autre actionnaire. En fait, c'était en 2012. Et vous êtes dit, c'est là, truc, en fait. Et là, j'y étais depuis 2-3 ans et je voyais un énorme potentiel dans cette technologie qui n'était pas apparent à ce moment-là parce que l'activité n'était pas en grande forme quand on l'a extraite. C'était un énorme risque. Quand on l'a extraite du groupe IBA, parce qu'on a grosso modo coupé IBA en deux à l'époque, c'était loin d'être gagné. Mais ceci dit, à force de bosser dessus, on l'a développé et aujourd'hui, le groupe Curium c'est effectivement très 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 bien développé. Et comment on réussit un tel risque ? Vous avez dit, il y a une conviction de départ, de dire moi je crois que ça va fonctionner. Et puis, parce que c'est facile de dire ça, mais derrière, c'est beaucoup de travail, je présume, mais comment on fait pour... C'est effectivement énormément de travail, mais c'est surtout avec en développant une vision extrêmement claire qui s'articule au niveau d'un plan d'exécution très, très, très détaillé. Et donc, dès le début, parce que... Notamment pour convaincre les investisseurs, enfin, en tout cas pour leur donner confiance. Après, il faut encore... Alors, effectivement, donc on a sorti IBA et je me suis associé avec un fonds d'investissement de New York, SK Capital, pour racheter IBA à l'époque. Mais à ce moment-là, Curium valait moins de 100 millions d'euros. Donc, on est parti de là. Et très rapidement, j'ai compris comment fonctionnait le private equity. Et le private equity, comme je le disais, fonctionne en fonction de ce qu'on appelle un exit. C'est-à-dire, le groupe SK s'est associé à moi pour racheter le début de Curium en 2012. Et très rapidement, j'ai compris qu'en 2015, je devais avoir amené le groupe à une certaine valeur. Et j'ai très rapidement également compris avec eux, parce que le private equity est une industrie phénoménale et extrêmement rigoureuse au niveau financier. J'ai effectivement compris très rapidement comment amener et quels sont les leviers qui nous permettront d'amener le groupe à cette valeur, et de le vendre en 2015. Et ensuite, c'est une question d'exécuter à travers le monde l'ensemble de ces actions et de ces leviers, et surtout de bien s'entourer. Alors, c'est facile de trouver les compétences ? Non. Non, c'est pas facile de trouver les compétences. Si, en fait, c'est facile de trouver les compétences, mais c'est difficile de trouver les personnes avec le comportement, les valeurs, le mindset qui vont avec une société qui a une telle ambition et une telle envie d'entreprendre. Et donc les compétences, elles sont là, les compétences financières et scientifiques sont là, on peut les trouver ou opérationnelles, on peut les trouver un peu partout dans le monde. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de trouver en fait des gens avec cette compétence-là, mais qui en plus de ça ont le mindset et le comportement, les valeurs de travail qui vont avec l'ambition du plan. Et ça prend quelques années. Alors ça a l'air, une fois qu'on est de ce côté-ci, et qu'on a passé les 7 milliards et que tout roule, et que tout, ça a l'air simple, mais rien n'est simple. Ça veut dire que vous avez dû trouver quelques relais de gens avec qui vous êtes particulièrement en phase
pour après construire les équipes ou vous avez dit je suis bien entouré, mais ça veut dire quoi? C'est vous qui vous entourez, donc vous avez dû trouver des personnes de ressources, des relais Oui, alors forcément avec 8000 personnes on peut s'entourer beaucoup. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des personnes clés il y a des personnes clés qui se sont développées avec la société. Ouais. Et j'ai très peu de personnes dans la société que j'ai pu engager et qui étaient prêtes à prendre le rôle en fait qu'ils ont aujourd'hui. C'est beaucoup plus des jeunes, 30-35 ans, qui nous ont rejoints en 2015-2016 et qui se sont développés avec nous et avec moi et que j'ai amenés dans des responsabilités qui sont les responsabilités les plus hautes de la société. Est-ce qu'on valorise ça assez en Belgique, en Europe? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites, en fait, la réussite, l'esprit d'entreprise, cet état d'esprit dont vous parlez, qui est de dire, moi, je m'investis dans une dynamique qui est celle-là. Est-ce qu'on le valorise assez? Non, clairement pas. J'ai vécu 15 ans aux États-Unis à travers toute cette expérience. Je suis revenu maintenant en Belgique et je suis très content d'être en Belgique. Mais quelque chose qui me choque et qui me choque encore aujourd'hui, c'est la culture du succès, l'ambition, la culture de l'ambition, la culture du succès aux États-Unis est hyper développée. Et je pense d'ailleurs que c'est probablement le moteur numéro 1 de l'économie américaine. Et quand je regarde au niveau wallon, on est quasi à l'extrême. Je me souviens, vous aviez dit une fois, moi au début, on m'a presque dit, Renaud, cache-toi, quoi. Ah, mais vous entendrez, je ne sais pas combien de personnes en Wallonie qui vous diront « vivons heureux, vivons cachés ». Et nos leaders politiques détruisent quasi le succès. Puisque c'est mal de réussir financièrement, c'est quasi mal de faire des plus-values. Le mot capital gain ou gain en capital est un les mots. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et tant qu'on n'aura pas des leaders qui culturellement sont capables de mener un peuple d'entrepreneurs, de cultiver l'ambition, de cultiver le succès et de le transformer non pas comme quelque chose de mauvais mais quelque chose de bon, ça n'ira pas. Et ce n'est pas du tout une question de compétences intellectuelles ou de capacité intellectuelle ou de capacité de formation. Je ne vois pas des Américains plus malins que des Belges et que des Wallons. Mais je vois une volonté d'entreprendre, de se déployer, d'une ambition qui est sans commune mesure avec ce qu'on... Est-ce que vous dites aujourd'hui, j'ai envie de jouer un rôle modèle, ou en tout cas pas de mettre de mettre mon grain de sel pour dire on peut, vous pouvez, allez-y, quoi. Donc j'ai j'ai clairement aucun objectif dans la politique, loin de là. Non, je ne parle pas de politique, mais d'incarner... Mais par contre, effectivement, et vous disiez tout à l'heure, j'ai été très peu dans la presse jusque-là. Une des raisons qui me pousse à être de plus visible, en fait, c'est justement de partager un succès et d'inspirer un tout petit peu. Parce que oui, effectivement, un Wallon qui sort de l'université de Namur peut aller aux États-Unis lever des milliards auprès des plus gros fonds d'investissement du monde, peut tout à fait être en concurrence avec les gars d'Harvard, de Princeton ou de Kellogg, et se développer une activité de milliers de personnes et de combattre le cancer dans le monde. On a absolument cette capacité, mais on manque de ce courage, de cette ambition d'y aller. Mais c'est tout à fait faisable. Et donc oui, plus partager pour inspirer, oui. En tout cas, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, votre ambition, elle est parfois sans limite, parce que vous vous êtes dit un jour, tiens, ok, je réussis bien dans mon entreprise, c'est bien, mais je suis passionné de voile et je vais quand même peut-être me lancer des défis de fou. Oui. Comment vous êtes venu à ça ? Ce qui fonctionne dans une entreprise fonctionne dans la vie, en fait, ou vice-versa, j'en sais rien. Mais ces valeurs d'ambition et d'aller chercher des challenges qui vous dépassent, très élevés, qui vous dépassent, ouais. Enfin, qui vous dépassent que vous ne comprenez pas à la base. Quand je suis sorti d'IBA pour créer Curium, ou quand on s'est lancé en voile dans le Tour du Monde, dans le Tour du Monde en course, je connaissais probablement 10 à 20% du challenge maximum. Mais suffisamment que pour me dire, tu sais quoi, on peut y aller. Là, je pense qu'on a une chance. On se plante, mais on a une chance, on y va. Et donc, cette première valeur d'ambition, qu'elle soit dans le business ou dans le sport, elle s'applique.
La deuxième valeur qui fonctionne, que ce soit dans le business ou dans le sport, mais qui fonctionne très bien, c'est la résilience. Chez Curium, vous pouvez parler à n'importe quel des 8000 employés et vous vous demandez qu'est-ce que Renault... c'est never, ever, ever give up. Tu te lances une ambition, vous lancez une ambition, c'est compliqué, et puis ensuite, il faut résoudre tous les problèmes qui sont sur le chemin. Et en règle générale, vous y arrivez. Il ne faut pas lâcher le morceau, mais en règle générale... Parce que la voile, vous êtes un amateur de voile depuis longtemps, hein, mais vous avez rencontré un skipper et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Oui, alors pour l'histoire, pour faire court et pour l'histoire, j'ai toujours fait de la voile et je pensais savoir faire de la voile. Jusqu'il y a 4-5 ans, j'ai rencontré ce skipper qui est un coureur... qui est un des grands coureurs au large, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la course en haute mer, et qui me dit, tiens, voilà, moi j'ai un bateau, un classe 40, et je fais de la course. Je me dis, tiens, j'irais bien faire une course avec toi. Je suis monté avec lui, pour faire une longue histoire courte, je suis monté avec lui sur une course de 24 heures, je me suis dit, à mon avis, 100 fois sur la course, jamais plus je monte sur ce bateau. Je ne comprenais rien du tout, c'était dur, c'était la nuit, et je me suis dit, mais je ne comprends rien, je comprends rien à la voile, ça fait 30 ans que je fais de la voile, mais je ne comprends rien à la voile, en fait, quand je me mets à côté de ces gars-là. Puis on est revenu au ponton, je suis rentré à la maison, et puis je dis à mon épouse, tu sais quoi, on va construire un bateau. Et dans 2 ans, je traverse l'Atlantique comme ça en course. J'avais pas la moindre idée. Et j'avais pas la moindre idée de ça. Vous avez regardé où elle vous connaît peut-être Oui, elle me connaît. Elle s'est dit, oui, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et puis de fil en aiguille, on a traversé l'Atlantique et puis on s'est dit, tu sais quoi, on va faire le tour du monde maintenant. Et là, on termine le tour du monde avec l'équipe. On a fait... alors, c'est une équipe de Belges. Vous étiez mano à mano avec des Français, c'est ça? Alors, c'était une équipe de Belges. Nos gros concurrents sur le tour du monde étaient les Français, qui sont les meilleurs du monde en course au large. Et après 6 mois de course, donc en 6 étapes, mais 6 mois de course, on termine 1 heure derrière eux. Alors là, on a loupé la victoire de pas grand-chose. Et vous avez concouru. Je crois que pour le dernier, vous avez... Oui. Incroyable, on était à 2 sur le bateau et j'ai fait plusieurs... Et ça donne quel sentiment? Plusieurs étapes. Vous savez, ça donne un sentiment de fierté, de puissance, d'achievement énorme. Et en fait... ce sentiment-là, cette émotion-là, une fois qu'on y touche, on veut y retourner. Et qu'on l'ait parce qu'on a réussi un projet de recherche contre le cancer, qu'on a mis une molécule sur le marché, qu'on est capable de la donner à 1, 2, 3 patients, et puis des centaines de milliers, et puis des millions de patients, ou qu'on gagne une course autour du monde, ce sentiment de fierté, d'achievement qu'on a, il est énorme. Et en fait, il est proportionnel à la difficulté. Au plus c'est difficile, et au plus c'est positif. Et avec des valeurs aussi, parce que vous dites parfois, je ne ferai pas n'importe quoi. En fait, malgré tout, la mission, celle notamment de vaincre 80% des cancers, c'est un des moteurs de votre activité. Ah, c'est aujourd'hui mon seul moteur. Ouais. C'est aujourd'hui mon seul moteur. Je ne ferais pas ce que je fais chez Curium si je n'étais pas convaincu qu'on va apporter notre petite pierre à l'édifice et changer le monde. Et ce n'est plus l'aspect financier, ce n'est plus tout ça. C'est le fait d'amener et de faire progresser la recherche contre le cancer. Et pour y arriver, revenant à ce que disait, pour y arriver, il y a plein de choses qui sont nécessaires, dont le fait de valoriser la société de manière de plus en plus haute. Mais la mission, c'est un moyen et pas une fin, quelque part. C'est exactement ça. C'est un moyen et quasi une contrainte, en fait, mais absolument pas une fin. La fin, c'est de sauver et c'est de traiter. Et en sachant que, comme on l'a dit, parce que c'est intéressant pour nos téléspectateurs de dire, il y a des moyens qui existent, il y a la possibilité de mener ces combats-là, en utilisant des private equity, des gens qui croient en vous. Tout à fait. Tout à fait. J'irais même plus loin, en fait. Quand je regarde maintenant, en tout cas dans le domaine de la recherche contre le cancer, je pense que la contrainte la plus importante est l'aspect financier plus que l'aspect scientifique. C'est-à-dire que des scientifiques qui sont capables d'avancer sur la recherche, trouver, tester des médicaments, ils existent, ils sont hyper compétents. Alors il faut les mettre ensemble, il faut les organiser, mais ils existent, ils sont hyper compétents et ils peuvent faire avancer la recherche. Le problème, c'est le risque à prendre sur ces projets financiers. Et donc en fait, in fine, ce qui
je ne vais pas dire ce qui ralentit, parce qu'il y a énormément qui progresse et énormément qui avance. Mais le frein, la limite à la recherche contre le cancer aujourd'hui, il est plus financier que scientifique. Ouais, Renaud de Haran, en tout cas, ça fait du bien de vous entendre, honnêtement, de se dire qu'il y a des choses possibles, qu'il y a des convictions, et peut-être que ça donnera aussi à nos téléspectateurs le fait de se dire que cet esprit d'entreprendre, on en a plus besoin que jamais en Wallonie, en Europe et dans le monde, avec des belles missions, notamment pour la santé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.